Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du nouveau Lexar NM790 en version 2 Tera. Est-il capable de concurrencer les plus gros SSD du marché? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'overclocking.com. Et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des derniers SSD de chez Lexar avec le NM790 en version 2 Tera. L'un des tout nouveaux SSD que Lexar vous propose. Et je vous propose que cette vidéo s'organise de cette façon. D'abord on va voir un petit peu les spécifications techniques qu'il annonce sur le papier, puis après on va directement passer au protocole de test, les tests, et puis on finira avec une petite conclusion ici, en abordant un petit peu le point de la chauffe. Même si là il n'y a pas grand chose à souligner, c'est plutôt bon, mais vous allez découvrir ça tout au long de la vidéo. Au niveau des spécifications techniques, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'on va avoir ici un SSD de chez Lexar qui va avoir ici, même pour la version 2 Tera, un PCB en monophase. Ça veut dire que en gros, même s'il a une grosse capacité de 2 Tera, ils ont mis deux puces de 1 Tera. Et là du coup, vous vous retrouvez avec un seul côté du PCB qui a des CMS. Basiquement, le plus gros inconvénient que ça va engendrer, c'est que normalement, on devrait avoir une petite perte de vitesse par rapport à des SSD qui seraient en double face. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet au niveau des spécifications techniques, on va retrouver ici de la mémoire en TLC. Alors au niveau de la mémoire, du coup, on se retrouve avec deux puces de 1 Tera. Du coup, au niveau des puces mémoire, c'est vite réglé. On est ici sur du Longzis. Alors je sais pas s'ils ont rebadgé des puces mémoire de quelqu'un d'autre ou si c'est eux qui la fabriquent, sachant que c'est eux qui ont racheté Lexar il n'y a pas si longtemps et peut-être que c'est eux qui fabriquent la mémoire. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que c'est des puces du coup de 1 Tera chacune. Ça paraît logique. Et on est ici sur de la puce en TLC, ce qui va nous donner quand même une plutôt bonne endurance. Donc on parle de l'endurance, c'est un point qui est plutôt intéressant parce que ici, ça dépend les versions que vous avez, c'est pas vraiment proportionnel. Par exemple, la version 500 Go va avoir une endurance théorique sur le papier de 500 Tbps d'écriture, alors qu'après on va avoir la version 1 Tera qui elle va avoir une proportion par rapport à la version 500, puisque comme on a le double, on tombe ici à 1000 Tbps d'écriture. Et puis finalement sur la version 2 Tera, on annonce que 1500 Tbps d'écriture. Alors je comprends pas trop pourquoi c'est pas tellement proportionnel. Théoriquement, ça devrait passer à quasiment 2000. 1000 fois sa capacité, ça commence déjà à être une endurance qui est plutôt bonne. Chez Seagate, qui font partie des meilleurs justement, on était autour de 1250 fois sa capacité. Donc encore une fois, c'est des chiffres qu'on annonce, on ne sait pas vraiment ce que va donner le SSD en temps réel. Sinon, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde parce qu'on saurait directement quand il tombera HS. Et là, c'est pas vraiment le cas. Ce qu'il faut savoir en tout cas pour ce SSD, c'est qu'ici, on va avoir un cache dynamique en SLC. Alors ça va vous offrir une petite capacité ici pour permettre au SSD d'être un peu plus rapide dans certains types d'écriture et de lecture. C'est plutôt pas mal, mais après, je pense que comme on est ici sur un SSD qui va s'orienter plutôt dans les tarifs haut de gamme, ça aurait paru vraiment bizarre qu'il n'y ait pas de cache intégré. Ça lui aurait vraiment un petit peu taillé la réputation. Donc là, on a un bon cache. Je ne sais pas la capacité du cache puisque j'ai pas eu d'informations à ce sujet également. En ce qui va concerner le contrôleur de ce SSD, on va retrouver un contrôleur ici de chez Maxio avec le MAP 1602-1. Un contrôleur qui va être en PCI Express 4.0 comme vous devez certainement vous en douter. Pour la correction d'erreur, on retrouve la technologie Maxio Agile ECC3, donc c'est plutôt sympathique d'avoir une correction d'erreur au moins dans ce SSD, ça permettra d'avoir des données un peu plus fiabilisées. Le truc qui va être intéressant également, c'est que la capacité maximum de ce contrôleur en mémoire, ça va être 4 Tbps. C'est pas impossible que Lexar nous sorte une version 4 Tera d'ici peu pour combler un petit peu le haut du marché, ce serait totalement possible. Et en ce qui concerne justement les débits possibles avec ce contrôleur, la marque nous donne des chiffres plutôt bons. Donc en ce qui concerne la lecture et l'écriture séquentielle, on va avoir respectivement 7200 mégaoctets par seconde et 6500 mégaoctets par seconde. Donc ça reste des débits plutôt corrects même pour du 4.0. On est un petit peu plus loin des limites que ce que certaines marques sont capables de faire, mais on reste quand même dans des débits qui sont quand même totalement corrects. Et en ce qui concerne aussi la lecture et l'écriture en random, là par contre on va être autour de 1 million d'opérations par seconde, ce qui est globalement dans la moyenne des autres contrôleurs, donc il n'y a rien vraiment à ajouter ici. À voir maintenant si les puces mémoire du SSD vont limiter ce contrôleur, ou si elles vont pouvoir lui permettre de libérer son plein potentiel. Il est gravé en 12 nanomètres, mais théoriquement le fait qu'il soit gravé en 12 nanomètres, on a une bonne efficacité énergétique, etc. Personnellement, c'est pas un point que je vais vraiment regarder parce que je suis pas vraiment équipé pour tester la consommation des SSD, tout ça. Donc c'est pas vraiment un point qui va nous intéresser forcément. Nous on est là pour voir si les performances sont respectées et si ça chauffe trop, est-ce que ça throttle ou pas. D'ailleurs, tant qu'on parle un petit peu des performances, je vous propose qu'on se dirige
vers la partie protocole de test. J'ai mis ce SSD sur ma Z590 Unifi avec le 11700K de chez Intel. Et puis voilà, on est resté à peu près sur la même plateforme. Pour ceux qui s'intéresseraient à l'entièreté de la plateforme, je vous mets tout dans la description, comme ça vous pouvez aller vous renseigner. Et au niveau des tests, ça a été très simple. Alors j'ai fait du Crystal 10 Mark sur 3 tailles différentes. Après je fais une moyenne des 3 et je vous affiche le score moyen qu'a eu le SSD sur les 3. On va avoir également le Atto qui est plutôt sympathique, ça permet de voir pas mal de choses également. Et après on va avoir Anvil Data Storage qui est aussi un bon benchmark pour SSD. Petite précision, j'ai commencé à faire les tests sur Final Fantasy XIV, mais comme j'ai vraiment plus beaucoup de SSD 4.0 sous la main, je me suis dit que c'était peut-être pas le top du top de vous montrer les graphiques avec genre un SSD dessus, ça paraissait peut-être un petit peu bête. Je sais pas votre avis sur la question. Mais en tout cas, quand on aura plus de SSD sous la main, j'ajouterai certainement ce benchmark à la liste. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en proposer si jamais vous connaissez de bons benchmarks pour les SSD. C'est toujours bon à voir. Et après au niveau justement du relevé de température, et ben, je fais tous mes benches. Et pendant que je fais mes tests, je garde HW Info 64 à côté. Et puis du coup, je vais prendre la valeur maximum qu'a atteint le SSD sur toute la durée du test. Ça va me permettre de voir déjà s'il chauffe énormément ou pas. Et si je vois qu'il chauffe quand même pas mal, je vais refaire des tests avec un dissipateur plus gros et bien refroidi pour voir si on gagne des performances. Là par exemple j'avais un doute parce qu'on atteignait quand même 70 degrés. Il n'est pas rentré en throttle parce que j'ai testé avec un autre dissipateur qui lui a permis de perdre environ 20 degrés parce qu'il était à peu près 70 degrés. Il s'est avéré qu'on n'a pas gagné en débit, donc le SSD atteint bien ses limites à peu près. Donc les résultats étaient totalement similaires, on y gagnait vraiment pas grand chose. Ça c'est à prendre en compte également. Tant qu'on parle du dissipateur, les tests que vous allez voir ont été réalisés avec le dissipateur de base de la carte mère. Donc j'ai rien changé, le pad thermique est celui d'origine et le dissipateur est celui d'origine également. Sur ce, je vous propose de regarder les tests et puis on en parle juste après. Comme vous avez pu le voir dans les graphiques, je l'ai comparé uniquement au seul SSD 4.0 que j'ai eu sous la main, le Seagate FireCuda 530. Après j'ai quand même eu la chance de l'avoir dans 3 capacités différentes, ce qui va permettre d'avoir un bon avis ici. Après on a quand même le Seagate FireCuda 530 qui est l'une des meilleures solutions encore une fois en termes de SSD actuellement sur le marché. Donc on le compare vraiment à un concurrent qui est juste tellement violent que ça va devenir rude pour lui dans certains domaines. On voit que sur deux benchmarks il est meilleur en écriture qu'en lecture déjà, et en plus de ça il est meilleur en écriture que le Seagate FireCuda. Alors bon, ça se joue à pas grand chose parce qu'on atteint quand même des débits qui sont vraiment énormes, mais ça peut permettre aussi d'avoir peut-être un certain avantage dans certains cas. Moi ce que je vois globalement c'est que le Seagate FireCuda il est quand même vraiment agressif à côté, et que malheureusement quand il fait des grosses baisses de prix ça va être vraiment un concurrent qui va s'aligner pile au niveau de ce SSD quasiment, je pense, voire même encore moins cher, et ça risque de lui faire un peu d'ombre sur le marché. Donc pour faire une petite conclusion sur ce SSD, déjà c'est plutôt positif. Au niveau de l'enveloppe thermique ça doit être plutôt maîtrisé puisqu'on n'a pas de throttle ici, il est plutôt dans de bonnes conditions, on va atteindre 70 degrés au maximum, il n'y a rien vraiment d'alarmant ici à atteindre. Comme je vous disais, les débits n'évoluent pas quand on refroidit un peu mieux le SSD, donc ici je vois pas d'inconvénient à ce niveau là. Au niveau par contre des performances, c'est là que ça va être un petit peu plus dommage, c'est que je sais pas à quel prix va être lancé ce SSD pour la version 2 Tera déjà, mais principalement pour un Seagate FireCuda qui va certainement être l'un des concurrents sur le marché en face, qui va tourner autour des 200 € quand vous cherchez un petit peu. Si vous ne cherchez pas trop, vous pouvez le trouver à 250 € vraiment dans l'excès, on va dire à peu près. C'est un concurrent qui est vraiment rude parce qu'il est meilleur en endurance, il est meilleur en écriture, en lecture. Et puis vous pouvez carrément le prendre avec un dissipateur déjà intégré. Si votre carte mère n'a pas de dissipateur, c'est un plus. Donc ce SSD, s'il est lancé autour des 200 €, il risque de se faire taper vraiment fort par la concurrence, déjà juste avec Seagate. Et j'ai pas testé d'autres SSD pour vraiment vous comparer tout ça, mais je pense que les autres SSD très haut de gamme, ils doivent s'en sortir plutôt bien aussi. Après, il faut noter que Lexar a une version plus haut de gamme qui sera certainement orientée pour ce genre de concurrent, avec le Lexar NM800 qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc effectivement, il fallait laisser quand même de la place avec le NM800.
Mais le NM790, en tout cas, il s'en sort déjà plutôt pas mal. Moi, je verrais bien un prix autour des 170 € pour la version 2 Tera, peut-être 180. Ça veut dire qu'avec des soldes, vous pourrez le toucher à environ 150 en version 2 Tera si vous cherchez bien. Je sais pas encore les prix. Moi, je pense que si vous arrivez à le toucher en dessous de 180 €, ça peut être éventuellement une bonne offre sur le marché. Après, au-dessus, bah, malheureusement, les concurrents ils vont être quand même plutôt présents. Je coupe la vidéo pour vous faire une petite voix off à propos du prix de ce SSD. J'ai eu plus d'informations justement à ce sujet parce que en cherchant sur Amazon le nom du SSD, j'ai fini par trouver une page de vente directement de ce modèle précis en version 2 Tera. Et du coup, l'estimation que je me faisais du prix était vraiment beaucoup plus élevée que la réalité puisque ici sur Amazon, on arrive à le trouver à 140 €. Et 140 € pour ce SSD, comment vous dire que c'est vraiment une offre plutôt intéressante. Alors bien entendu, ce sera à remettre en contexte en fonction du prix des concurrents, de l'offre de la concurrence également au moment T où vous allez l'acheter. Mais à l'heure actuelle, si jamais il sort vraiment à 140 € sur Amazon, que vous pouvez le commander et que les prix n'évoluent pas spécialement au moment de la sortie, je pense que Lexar a sorti ici un produit qui pourrait être particulièrement intéressant pour la configuration du mec qui veut un SSD qui dépote un petit peu sans pour autant trop se ruiner. Et on va dire que c'est vraiment un bon coup ici qui a été joué par Lexar, étant donné que 140 € pour ce SSD, même avec 10 € de frais de port, franchement, je trouve que ça reste plutôt intéressant. Sur ce, j'espère que ce petit test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.